Petit loup, alors aujourd'hui je vous présente un très très grand monsieur qui va vous orienter sur les diverses questions qu'on peut voir en entreprise. Donc c'est un Pogayo spécial recrutement. Monsieur, pouvez-vous vous présenter à nos abonnés et à toute personne voulant regarder et s'informer de comment se comporter devant un recruteur d'emploi? Alors bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Mohamed Marchi, je suis consultant RH et consultant en reclassement professionnel. Aujourd'hui la question qui se pose le plus souvent c'est comment je vais réussir à persuader mon interlocuteur. Quels vont être les atouts, quels vont être les avantages, quels vont être les petits plus qui va provoquer le recrutement. La première chose qu'il faut savoir c'est comment je vais me présenter. La présentation, c'est à la fois vestimentaire, c'est à la fois comportemental. Ça peut être également le pitch. Le pitch, c'est le petit discours qu'on va donner en fait à son interlocuteur et qui va montrer et démontrer sa motivation, son expérience, son parcours de vie et surtout sa personnalité. Très bien. Et en fonction de comment je vais m'orienter après mes études, selon vous, que faut-il choisir en fonction de le boulot, en fonction de sa personnalité, de ses ambitions, ou tout simplement se mettre à son compte? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des personnes qui vont choisir différents critères en fonction de son orientation. Les critères, ça peut être la rémunération, ça peut être également en fait un métier passion. Il y a des personnes, par exemple, qui s'orientent dans l'éducation nationale et qui se disent je ne fais pas ça pour le salaire, je fais ça parce que j'ai l'envie de transmettre. Donc à ce moment-là, ils deviennent enseignants, ils deviennent assistants d'éducation, ils peuvent devenir également proviseurs, CPE. Donc c'est un métier, on va dire, passion qui exige de nous, on va dire, beaucoup d'investissement, mais au niveau rémunération qui n'est pas, on va dire, suffisamment intéressant. Il y a des métiers qui s'orientent plus, on va dire, sur le côté pécunier. Et là, à ce moment-là, en fait, on va s'adresser sur des métiers, on va dire, un peu plus mercantiles, commercial. C'est là où on va toucher un peu plus de prix, un peu plus de salaire. Il y a également des métiers, on va dire, plus enrichissants, plus intellectuels. On s'oriente plus vers des métiers où on a envie d'avoir un enrichissement personnel, un épanouissement professionnel. Très bien. Et pour un jeune qui voudrait commencer, que lui conseillerez-vous? Ce que je De vais dire, s'orienter sur une formation qui paye ou se projeter sur une formation qui forme à un boulot qui paye ou de trouver une bonne passion? alors, la question qu'on va souvent poser en tant que recruteur, c'est est-ce que vous faites ça plus pour le salaire ou est-ce que vous faites plus ça en fait pour l'émission du poste. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on se lance dans l'activité professionnelle, au début, qu'on soit novice, quel que soit l'âge que nous avons, que ce soit une personne en reconversion professionnelle, que ce soit pour un jeune débutant dans la vie active, on ne peut pas forcément se permettre de dire qu'on fait ça pour l'argent. On est là à priorité en fait pour gagner de l'expérience professionnelle, pour développer ses compétences. Et une fois que j'aurai acquis suffisamment d'expérience professionnelle, là je peux me permettre de dire je fais ça pour l'argent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut d'abord engranger suffisamment d'expérience, engranger suffisamment de compétences, faire preuve de personnalité et de caractère pour demain, on va dire, prétendre à un plus gros salaire. Et maintenant, la question que je vous pose en tant que consultant RH, comment arrivez-vous à justement redonner l'envie d'aller travailler et comment motivez-vous vos clients ou des petits jeunes qui voudraient se lancer dans la vie active? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, passer un entretien professionnel, c'est pas naturel. Il faut, on va dire, casser les clichés par rapport en fait à un entretien professionnel. D'autre part, les gens ont besoin d'entendre du concret. Ils en ont un peu marre en fait qu'on leur raconte, on va dire, un monde de bisounours où en fait on va leur vanter monts et merveilles. C'est reparti. Les personnes ont besoin en fait d'avoir du concret, de la réalité. Comment je les motive? En leur parlant en fait de concret. Comment je les motive? C'est en faisant preuve justement d'empathie vis-à-vis des personnes. Et je leur montre également que je suis concerné par rapport en fait à leurs freins à l'emploi, par rapport en fait à leurs ambitions, par rapport à leurs besoins et leurs attentes. Ils sont aussi impactés sur le fait que j'ai une parfaite connaissance en fait du monde du travail
et des rouages, des mesures, des aides liées à l'emploi. Plus une personne aura confiance en moi, plus elle aura envie justement de se confier et d'avancer avec moi. Excellent. Et maintenant, supposons je suis un étranger et je voudrais venir travailler en France. Quels conseils me donneriez-vous justement pour valoriser mes expériences extérieures qui ne sont pas peut-être reconnues en France, mais qui sont valables dans le cadre du poste choisi? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la France n'est pas forcément, on va dire, la seule destination sur laquelle en fait vous pouvez vous orienter. Prenons le cas par exemple d'un dentiste qui a fait toutes ses études par exemple en Algérie et qui se retrouve en France et le diplôme algérien n'est pas reconnu sur le territoire français. Et on va lui demander de repasser des études ou d'avoir un complément de formation et ça sera reculé pour mieux sauter. Ce que je vais lui conseiller à ce moment-là, c'est pourquoi ne pas prétendre, on va dire, un poste à l'étranger. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, en Suisse, au Luxembourg, certains diplômes sont reconnus, alors qu'en France, ça ne l'est pas. Si la personne persiste à vouloir travailler en France, je lui conseillerais à ce moment-là, en fait, de préparer sa venue en France. Demain, quand vous allez faire une destination X, admettons que vous êtes lyonnais, que vous voulez partir pour la première fois en Espagne, vous allez préparer votre voyage, vous allez préparer votre parcours, vous allez préparer... Désolé. La personne va préparer en fait son parcours, va préparer également en fait les contraintes, va préparer également en fait son budget. Demain, si vous devez venir en France, je vous conseille de préparer un budget, de préparer en fait toutes les contraintes qui peuvent se mettre, on va dire, sur votre chemin, parce qu'il faut penser au logement que vous allez avoir, il faut penser à vos dépenses quotidiennes, il faut penser également en fait à votre parcours que vous allez construire ou co-construire à un moment donné en fait en France. Donc demain, si vous avez besoin éventuellement de vous former, j'ai la possibilité en fait de vous accompagner à bien choisir en fait l'organisme de formation qui va venir soit compléter votre formation initiale, soit éventuellement vous former dans le domaine d'activité. Si vous devez en fait intégrer en fait un domaine d'activité, il est plus sage de se mettre en relation avec un professionnel qui a un parfait réseau en fait dans différents domaines, dans différents secteurs, et qui pourra vous faire partager ce réseau-là et vous permettre en fait de vous intégrer plus facilement dans le marché du travail. Et quand vous parlez d'accompagnement justement, comment ça se concrétise? On vient vous voir, on vous donne notre projet, vous arrivez à solutionner les bonnes questions, les bonnes réponses et la meilleure orientation possible? Je vais vous donner un cas précis. À un moment donné, j'ai été sollicité par un jeune étudiant une personne qui venait de finir ses études. Son souhait, c'était de travailler en fait dans tout ce qui était communication, relations entreprises. Cette personne venait des États-Unis, avait un français approximatif. Et cette personne-là, en fait, me dit, voilà, mon souhait, ça serait de travailler en France, dans les relations humaines, ou éventuellement dans les relations entreprises, ou éventuellement dans la communication. Cette personne-là, je l'ai accompagnée de A à Z, en fait, ça veut dire en fait de son accueil jusqu'à en fait la signature de son contrat. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez soit la possibilité de vous faire accompagner par une structure, on va dire, étatique, une structure, une administration, comme Pôle emploi, et ça peut être très efficace. Et vous pouvez aussi être accompagné par des cabinets privés qui ont plus de flexibilité en fait que certaines structures, on va dire, administratives, comme la mienne. Et en fait, on peut vous accompagner plus efficacement et plus dans le concret du marché du travail. Excellent. Et est-ce qu'il y a des métiers où il faut d'abord prendre conscience de l'ampleur du travail, c'est-à-dire, supposons, je m'oriente dans le droit, et quelles sont les qualités qu'il va y avoir? Parce qu'effectivement, on va dans un monde, on doit défendre des clients, on va dans un monde, on va voir un petit peu la détresse humaine et aussi des bonnes choses à faire. Vous rentrez en médecine, vous n'êtes peut-être pas spécialement habitué à tout ce qui est tristesse et mauvaises nouvelles.
aussi bonne nouvelle. C'est deux exemples. Mais selon vous, comment orienterez-vous une personne choisissant l'un de ces deux métiers ou avez-vous une expérience à nous communiquer tout simplement? Je dirais qu'une personne doit avoir la fibre dans le domaine d'activité. Ça veut dire que si une personne s'oriente vers le droit, il faut qu'elle elle sache en fait où est-ce qu'elle met les pieds. Ça veut dire que dans tout domaine, par exemple, de reconversion professionnelle, on va demander à la personne de faire une enquête métier, voir les côtés positifs et négatifs du métier, voir le parcours qui est exigé, voir les qualités qu'il faut avoir pour tel ou tel métier. Si on n'a pas cette personnalité, si on n'a pas cette fibre-là, il est inutile de se lancer dans ce domaine d'activité. Si vous ne faites que écouter votre entourage, vous êtes voué à l'échec. Il faut d'abord s'écouter soi-même avant de se lancer dans un domaine d'activité. Que ce soit dans la médecine, que ce soit dans le domaine du droit, une personne demain qui est orientée vers le droit, les professeurs de droit vous diront à ce moment-là, ce qu'il faut savoir, c'est que 60% de la population des jeunes avocats vivent en dessous du seuil de pauvreté. Pourquoi? Parce que deux portes s'ouvrent à vous. Soit vous êtes indépendant et il faut se faire connaître, soit il faut rentrer en fait dans un gros cabinet et c'est pas forcément porte ouverte à tout le monde. Idem dans la médecine, soit vous avez déjà un réseau existant, soit éventuellement il faut se construire soi-même. Et c'est souvent, on va dire, une sorte de triviale poursuite où en fait tous les coups sont permis de ce côté-là. Et quand vous dites que tous les coups sont permis, justement, si vous pouvez le définir, comment le décrirez-vous justement? Côté positif et côté négatif. Le marché du travail, c'est une sorte pour moi de jungle dans la mesure où on doit se démarquer des autres. Moi je dis souvent qu'une personne est une goutte d'eau dans l'océan. Pour que cette personne devienne une flaque ou un étang ou un lac, il faut qu'elle apporte des plus à sa candidature. Et plus elle aura de cordes à son arc, plus en fait elle se révélera et plus en fait elle pourra se distinguer des autres. Donc c'est à vous justement de vous prémunir de tout ça, de gagner en compétences, de gagner en fait en expérience dans différents domaines d'activité. Et plus vous apporterez des plus, et plus vous pourrez vous distinguer des autres à ce moment-là. Très bien. Et maintenant, supposons, je postule un emploi. Qu'est-ce que vous conseillez d'abord? Bon, forcément, CV, lettre de motivation par Internet. Mais est-ce qu'il faille aussi comprendre l'environnement dans l'entreprise ou dans laquelle on postule? C'est-à-dire, lors de l'entretien, on peut vous poser des questions. Vous avez postulé, que connaissez-vous de l'entreprise? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a beaucoup qui vont vous dire à un moment donné que le CV est un peu bateau. Je vous dirais que c'est vrai et c'est faux. Vrai dans la mesure où tout le monde a une certaine affinité, une certaine approche. Je vais mettre la photo, je ne vais pas mettre la photo, il faut disposer le CV de telle ou telle façon. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe trois modèles de CV. Le modèle traditionnel pour les peu ou pas qualifiés, le modèle dynamique pour les personnes, on va dire, métier support, lifestyle à ce moment-là, et le CV graphique en fait qui est un peu plus élaboré, qui va s'orienter plus vers des métiers de la communication ou éventuellement des métiers de direction. Après, ça c'est le CV. La lettre de motivation a également son importance. Beaucoup vous diront personne ne la lit ou plus personne ne la lit à ce moment-là. Elle a son importance parce que la personnalité elle se reflète plus en fait dans la lettre de motivation et moins à travers le CV, beaucoup moins. Je vous dirais que la préparation a également beaucoup d'importance. Il y a des personnes qui vont vous dire moi j'ai mon CV, j'ai ma lettre de motivation, j'assure. Dernièrement j'ai une personne qui s'appelle André, qui est directeur commercial, X années d'expérience et qui me dit Monsieur Barchi, moi demain vous me mettez face à un recruteur, j'assure. Pendant son entretien, il a complètement zappé de donner son nom et son prénom parce que pour lui, ce qui est évident, a été évident, en fait, c'était de... pardon, on la refait. Il y a des personnes qui se disent à un moment donné, ce qui est évident pour moi l'est forcément pour les autres. Donner son nom et son prénom, donner son âge, dire dans quel domaine d'activité on travaille. La préparation elle est très importante. Ce qui est évident pour vous ne l'est pas forcément pour la personne qui reçoit pour la première fois l'information. Donc se préparer est très important. Préparer ses questions, préparer son pitch. Qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas dire, qu'est-ce que vous voulez transmettre, qu'est-ce que vous voulez dégager, qu'est-ce qu'il faut
transpire de vous à la fin de votre entretien, ne pas hésiter à poser des questions à la fin de son entretien, parce que je dois le rappeler, un entretien n'est pas un interrogatoire. Un entretien est un échange entre deux personnes qui veulent se faire connaître et qui veulent découvrir l'autre à ce moment-là. Donc n'hésitez pas à poser des questions, mais bien sûr ces questions se préparent. Donc cette préparation, elle se fait avec un professionnel qui connaît en fait les questions qu'il faut poser, qu'il ne faut pas poser. Et si éventuellement il y a des questions que vous souhaitez absolument poser, il faut savoir, on va dire, timer en fait le moment où je vais m'autoriser à poser cette question. La question la plus fréquente, la rémunération. À quel moment je parle de la rémunération? Oui, c'est important d'en parler à un moment donné, mais tout dépend en fait où est-ce que je suis en fait dans le processus de recrutement. S'il n'y a qu'un seul entretien, bien évidemment, on va parler de la rémunération à la fin de l'entretien. Si éventuellement il y a 2 voire 3 étapes dans le recrutement, je vais attendre le deuxième ou le troisième entretien parce que dans un premier temps, j'ai besoin en fait de promouvoir mon profil au premier entretien. C'est simplement au deuxième entretien que je vais parler de ma rémunération ou éventuellement des avantages qui vont agrémenter ma rémunération si celle-ci en fait n'est pas suffisante. Très bien. Et justement, j'ai une question à vous poser. Lors d'un entretien, souvent on perd ses moyens comme beaucoup, et peut-être vous avez dû le voir. Et la fameuse question de la rémunération, quand on la pose, et les fameuses questions quand on reçoit, à quel moment faut-il avoir confiance en soi, justement pour ne pas être bloqué et perdre son entretien? Quels sont, selon vous, les critères pour que le jour J, poser les bonnes questions et ne pas trembler? Alors comme je l'ai dit, la préparation aide beaucoup en fait à mieux gérer ses émotions. Quand on parle de gestion du stress, il ne s'agit pas de bannir le stress. Moi, en tant que recruteur, j'ai besoin de voir qu'une personne, on va dire, dégage des émotions et entre autres le stress. Le stress, qu'est-ce que c'est? C'est une émotion que je ne maîtrise pas, que je ne contrôle pas. Pourquoi? Parce que le stress me fait rentrer dans une zone d'inconfort. Je suis dans une zone de confort, dans mon domaine d'activité que je maîtrise totalement. Demain, je dois passer un entretien, c'est une zone d'inconfort. Et là, à ce moment-là, j'ai du stress qui jaillit en fait en moi et que j'ai du mal en fait à gérer. Moi, demain, quelqu'un qui vient sans stress, c'est quelqu'un qui n'est pas intéressé par le poste, qui a un filet de sécurité et il se moque un peu du poste à ce moment-là. Moi, demain, en entretien, j'ai besoin de voir que cette personne, en fait, a du stress. Pourquoi? Parce que le stress, c'est l'envie de bien faire, c'est la peur de rater. Une personne qui arrive avec du stress, pour moi, c'est positif. Après, je vous dirais, c'est que l'objectif pour la personne, c'est de dégager, on va dire, sa personnalité, de démontrer ses compétences et son parcours de vie, d'accord? Et de montrer, en fait, qu'on est en adéquation avec l'esprit de l'entreprise. Tout ceci se prépare. La préparation a son importance. C'est pendant la préparation que je vais préparer mon pitch, je le répéterai jamais assez. C'est à ce moment-là que je vais préparer mes questions, c'est à ce moment-là que je vais préparer mes réponses aussi. Et c'est à ce moment-là où je vais timer éventuellement les questions qui sont pour moi importantes, mais qui peuvent être futiles pour certaines personnes. Est-ce qu'il y a des tickets restaurants? Quel est le salaire? Est-ce que le salaire peut évoluer? Est-ce qu'il va y avoir des congés à un moment donné? Est-ce que mon salaire pourrait être en adéquation avec ma vie privée et ma vie professionnelle? Est-ce que je vais me retrouver avec un équilibre? Est-ce que mes valeurs sont en adéquation en fait, avec les valeurs de l'entreprise? Tout ceci se prépare. Excellent. Donc, vous préparez les éventuels candidats à d'éventuels postes, c'est bien cela? C'est ça. Et aujourd'hui, nous sommes le dimanche 4 février, fête de l'Assembleur. Et à part 5 ça, février. 5 février, excusez-moi. Et à part ça, nous sommes aujourd'hui dans un forum, si vous pouvez nous en parler un peu plus, avec la mosquée d'Othman, c'est bien cela? C'est ça. Et comment ça s'est organisé? Pourquoi c'est organisé, justement? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un forum sur l'orientation. L'orientation, c'est à la fois un forum métier où en fait plusieurs professionnels bénévoles vont intervenir, témoigner de leur expérience professionnelle, témoigner de leur parcours et faire partager leur expérience professionnelle de façon gracieuse
et qui vont, à un moment donné, on va dire, échanger avec les personnes. Quand on dit orientation, il ne faut pas forcément imaginer des jeunes, ça s'adresse à tout le monde. C'est pas parce qu'à un moment donné, une mosquée prend l'initiative d'organiser un événement que forcément elle s'adresse à une communauté religieuse. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que toutes les communautés aujourd'hui s'ouvrent à toutes les autres communautés. Aujourd'hui, la communauté musulmane organise un événement, elle s'adresse à tout le monde, donc qu'on soit musulman ou pas, qu'on soit voilé ou pas, qu'on soit de la communauté ou pas, en fait, elle s'ouvre à tout le monde. En bref, pour faire plus simple, croyants comme non-croyants, ce forum aujourd'hui est dédié justement à l'orientation et aux questions éventuelles qu'on pourrait se poser. Elle s'adresse aux gens qui sont en quête d'orientation ou qui sont en quête de questions. Elle s'adresse aux personnes qui sont en reconversion professionnelle. Il y a souvent, par exemple, des parents qui viennent avec leurs enfants, mais c'est souvent le parent qui a le plus de questions dans un premier temps pour l'enfant et dans un second temps, la personne me révèle que cette personne est en reconversion professionnelle et demandeur d'emploi, est en poste, mais elle imagine éventuellement se convertir dans un autre métier, ou veut se réorienter professionnellement ou acquérir plus de compétences, et elle se pose pas mal de questions. Et on est là pour y répondre et pour témoigner et pour partager en fait nos expériences. Donc excellent forum, et comme justement vous venez de le citer, il y a des parents qui sont venus avec leurs enfants. On a aussi des chercheurs d'emploi. On peut dire que le forum est réussi. C'est une excellente réussite, je vous dirais comme chaque année. On a plaisir à se retrouver aujourd'hui. En fait, on a plus de professionnels qui ont proposé leur aide à participer à cet événement. Chaque année, en fait, on gagne en expérience, on gagne en maturité, on gagne en visibilité, et on est heureux de découvrir en fait de nouvelles personnes. On est heureux de voir justement que le bouche à oreille fonctionne énormément, et on voit justement que ce bouche à oreille en fait fonctionne aussi bien pour des personnes de notre communauté que des personnes en fait hors de communauté. Donc, comme on disait tout à l'heure, que ça soit croyant ou non croyant, on est là en fait pour partager et d'une certaine façon aider son prochain en fait à s'épanouir et à trouver sa voie. Excellent dit, honnêtement, je t'en ai pas mieux dit. Donc c'est la première, la cinquième édition, celle-là. À ma connaissance, c'est la quatrième édition, et moi c'est la troisième fois que je viens en fait à cette édition-là. La première fois que j'ai découvert ce forum, j'ai trouvé que c'était une excellente initiative. Beaucoup de partenaires de l'emploi organisent des forums de l'orientation, des forums métiers. Et je trouve que c'est bien qu'une mosquée ait pris cette initiative, parce qu'elle montre en fait que l'orientation des jeunes, que l'orientation également des moins jeunes, de 7 à 77 ans, a son importance, que le chômage c'est une lutte quotidienne pour tout le monde, et que l'objectif c'est d'apporter des solutions, quelle que soit son orientation religieuse, quelles que soient en fait ses aspirations, et qu'on est là en fait pour apporter, on va dire, des solutions positives à tout ça. Et en fin de journée, nous en approchons bientôt. Les conseils que vous avez prodigués et est-ce que vous pensez que les personnes qui sont venues là ont trouvé de bons conseils et par la suite sont mieux amenées à affronter les entretiens d'embauche, tout simplement? Les personnes qui viennent ici viennent pour requérir des informations, des conseils, euh, bien évidemment de nature gracieuse, donc les personnes ne payent pas en fait pour les conseils que nous donnons. Bien évidemment, ces conseils-là, on ne les donnerait pas au quotidien. Ces conseils-là, on les facture. Moi, dans mon cas, dans le cabinet où je travaille, en fait, c'est des conseils qui sont normalement payants. Aujourd'hui, je les donne à titre gracieux. C'est des personnes qui sont là pour recueillir, on va dire, un univers, et elles sont là en fait pour repartir avec des réponses, une satisfaction. Mon objectif, c'est qu'elles repartent avec des éléments, du concret, et une satisfaction de ressortir avec des éléments. Mais supposons, je suis une personne qui n'a pas de réseau, qui ne connaît absolument personne et qui fait juste
de télécandidater et envoyer des CV. Est-ce que vous pensez qu'un réseau est mieux construit ou plus simple pour trouver un boulot qu'une télécandidature? Alors, on parle aujourd'hui de télécandidature parce qu'on est à l'ère du digital. Faire des candidatures spontanées, ça a une grande importance. Ça permet de construire son réseau parce qu'il y a des personnes qui envoient des candidatures à tout va sans forcément noter en fait où est-ce qu'elles ont envoyé leur candidature. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre une feuille ou de prendre en fait une feuille Excel, alors que ce soit papier ou Excel, et de noter en fait tous les endroits où vous avez candidaté. Ne pas simplement candidater quelque part, mais à un moment donné, d'entretenir une relation avec la personne, le contact que vous avez eu à un moment donné, et d'entretenir une relation avec cette personne-là. Qu'est-ce que vous avez pensé de ma candidature? Sur quoi éventuellement vous pensez que je devrais travailler sur tel ou tel aspect? Après, la notion de réseau elle est très importante. Moi, je pars du principe que le réseau que j'ai construit ne m'appartient pas. Les hommes et les femmes qui sont à l'intérieur de mon réseau ne m'appartiennent pas. Je pars du principe que ce réseau-là, en fait, se partage. Donc, je pars du principe qu'à un moment donné, quand j'ai une personne qui est dans le besoin, qui est demandeuse à ce moment-là, je dois lui faire partager, en fait, les contacts que j'ai. Mais je ne le fais pas de n'importe quelle manière. Ça veut dire que il m'est déjà arrivé, par exemple, de donner un contact à un jeune qui était dans l'urgence. Et cette personne-là, on va dire, s'est mal présentée, a mal parlé à un moment donné, a pris pour principe que ce contact-là, c'était de l'acquis. Et bien évidemment, je me suis fait griller en fait ce contact-là. Et j'ai pas pu en fait le reproposer en fait à une autre personne qui en avait également besoin. Aujourd'hui, je fais attention à qui je donne et comment je le donne. Donc j'ai besoin de jauger, j'ai besoin d'évaluer. Et c'est pas au travers forcément des réseaux sociaux que ça me permet de l'avoir, c'est au travers d'une personnalité, d'un caractère et d'une maturité d'esprit qui me permet en fait de mettre en relation ou pas cette personne avec mon réseau. En tout cas, je vous remercie. C'est très sympa de m'avoir accordé ces quelques instants. Le mot de la fin, si l'année prochaine vous revenez là, au forum, ou si effectivement, au cours de l'année, on pourrait vous revoir dans d'autres forums de métier, par exemple. Le mot de la fin, je dirais que c'est déjà préparer votre entretien quand vous allez rencontrer des professionnels. C'est également préparer les questions que vous allez poser. Et c'est aussi en fait savoir oser dire non. C'est également oser se tromper. Vous êtes jeune ou moins jeune, il y a des personnes aujourd'hui que j'accompagne qui ont 56 ans et qui se trompent, qui se réorientent. C'est pas une question d'âge, c'est une question de volonté. À 56 ans, j'ai le droit de me tromper, de me réorienter vers un autre domaine d'activité. Aujourd'hui, j'ai 18 ans, j'ai toute la vie devant moi en fait pour me tromper. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'en France, se tromper, c'est un peu comme une tare, donc il ne faut surtout pas dire en fait qu'on s'est trompé. Si demain vous avez un esprit un peu plus ouvert, un peu plus anglo-saxon, on vous dira automatiquement que se tromper forge automatiquement l'expérience. Et c'est grâce à mes erreurs, grâce à mes obstacles que j'ai pu en fait me forger une expérience de la vie et qui aujourd'hui, on va dire, me permet de me présenter à vous aujourd'hui. Merci à vous. Ben, je voulais vous remercier pour cette interview. Et maintenant, les petits loups, j'espère que la prochaine fois que vous allez vous présenter pour un boulot, que vous allez vous présenter pour chercher une formation, que vous allez vous présenter pour toute autre chose, j'espère que cet entretien vous aura servi. Et voilà, donc le mot de la fin, il revient à moi, bien entendu. Tout ça pour remercier notre charmant Mohamed qui nous a accueillis. Et en espérant, nous souhaitons le meilleur pour la fin. Et effectivement, regardez bien cette vidéo. Elle vous permettra de comprendre comment bien se présenter. Et c'est pas parce qu'on a issu un échec cuisant lors d'un premier entretien qu'on a foiré son boulot qu'on ne peut pas rebondir. Le plus important dedans, c'est de comprendre ce que l'informateur nous a dit. Donc, quoi qu'il arrive, les petits loups, ce que je vous engage à ne pas lâcher, c'est de tenir bon et aller jusqu'au bout. Et la phrase qu'il a dit, qui est très belle pour la fin, en Angleterre, on cultive l'échec pour de la réussite, alors qu'en France, au contraire, c'est la réussite et après, quand l'échec arrive, on ne sait pas rebondir. Non, l'avantage avec ce que vient de vous dire Bobo, c'est que lui, il vous fait cultiver votre échec pour vous enrichir. Et il va vous faire cultiver votre réussite dans l'échec pour vous faire rebondir.
Donc voilà. Si je peux me permettre, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur la page. J'aurai plaisir justement à y répondre. Donc voilà, bon mes petits loups, bonne journée. La prochaine fois on fera un musée, je ne sais pas où, mais je vous garantis que ce sera une belle surprise. Allez, bonne journée et ciao les petits loups.